Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les principales défaillances du marché. Tout d'abord, voyons ce que sont les asymétries d'information. Il s'agit du constat que chaque acteur sur le marché ne dispose pas des mêmes informations. Les informations des offreurs et des demandeurs sur les prix et la qualité des produits sont imparfaites et inégalement réparties, ce qui favorise le pouvoir de marché de certains acteurs et justifie les différences d'anticipation. Deux cas existent où la mauvaise information pose des problèmes majeurs au fonctionnement du marché. Celui de la sélection inverse ou anti-sélection et celui de l'aléa moral ou risque moral. Quel problème pose l'anti-sélection? Les problèmes liés à l'anti-sélection ont été mis en évidence par George Akerlof dans le cas particulier du marché des véhicules d'occasion, dans son article nommé Market Problems, que l'on pourrait traduire par marché pour TACO. Sur ce marché, donc le marché des véhicules d'occasion, la qualité des voitures vendues est imparfaitement connue des acheteurs potentiels, qui ne sont pas des professionnels. Seuls les garages qui vendent des voitures savent si elles ont été bien entretenues ou accidentées. La qualité des voitures est donc une information cachée. Dès lors, sur ce marché, le prix a tendance à s'aligner sur le prix d'un véhicule de qualité moyenne. Or, les vendeurs de voitures de très bonne qualité peuvent être réticents à vendre à ce prix et donc renoncer à mettre en vente leur véhicule. À l'inverse, les vendeurs de voitures de mauvaise qualité sont ravis. De leur côté, les acheteurs qui accepteraient de payer plus cher en véhicules de bonne qualité ne peuvent pas l'identifier et peuvent renoncer à cet achat. On voit donc que cette asymétrie d'information, cette anti-sélection, conduit à une situation de rationnement, voire à la disparition du marché. Comment traiter ce problème de l'anti-sélection? Eh bien, par une garantie. Le vendeur émet un signal de qualité. Les bonnes occasions ne sont plus chassées du marché. Comment améliorer l'information sur le marché? Nous avons vu, il est difficile de mettre à la disposition du consommateur une information de qualité apte à assurer la transparence du marché. De fait, les pouvoirs publics doivent donc intervenir sous de multiples formes pour la réglementer et contrôler l'information et en assurer ainsi la fiabilité et la pertinence. Des initiatives en dehors de la réglementation publique peuvent aussi se mettre en place. La création de chartes de bonne conduite, la mise à disposition du consommateur d'informations supplémentaires, notamment par les associations, les journaux ou les tests comparatifs. L'objectif recherché est alors d'établir un minimum de transparence sur le marché. Les externalités. On appelle externalités les conséquences de l'activité de consommation ou de production d'un agent sur un autre et qui ne fait pas l'objet d'une transaction économique. On distingue les externalités négatives, la pollution par exemple, et les externalités positives, comme une innovation technique. Prenons un exemple. Un agriculteur utilise du nitrate qu'il épand dans son champ, ce qui lui permet d'augmenter sa production, mais pollue les nappes phréatiques. On voit bien là que l'agriculteur va maximiser son profit en répondant plus de 300 en nitrate. Or, l'optimum social serait de n'en répondre qu'un. Une externalité négative engendre donc
un effet négatif sur un autre agent, que celui-ci soit un ménage, une entreprise ou la société tout entière. La réparation des dommages causés entraîne bien des coûts qui vont diminuer le revenu disponible, donc l'utilité des agents concernés. Au contraire, une externalité positive va engendrer des gains qui augmenteront l'utilité des agents concernés. Ainsi, si notre agriculteur sème son champ de lin, de blé, de tournesol et d'autres fleurs, cela va constituer une externalité positive pour l'apiculteur voisin. Comment gérer les externalités? Pigou a proposé d'internaliser les effets externes ou externalités. Ce mot internaliser renvoie au fait de taxer les activités ayant des externalités négatives et, bien entendu, de subventionner les activités ayant des externalités positives. Quast, lui, a proposé de mettre en œuvre un marché des droits pollués en se basant sur le principe des droits de propriété. Ainsi, il existe un marché du CO2 en Europe que vous étudierez dès l'année prochaine. Le problème des biens collectifs. Un bien collectif est un bien qui n'est pas divisible et son coût de production ne peut être imputé à un individu. Alors que le besoin social existe, aucun agent économique ne voudra assumer le financement d'un tel bien ou service. C'est la logique du passager clandestin qui consiste à profiter d'une action sans participer à sa mise en œuvre. Les biens collectifs ont deux caractéristiques, la non-rivalité et la non-exclusion. Les ressources en accès libre posent le problème des droits de propriété sur la ressource. Et quand plusieurs individus détiennent les droits d'utilisation, il y a surexploitation de la ressource. Quand ces mêmes individus partagent l'obligation de fournir une ressource, il y a sous-production, car chaque individu considère ses coûts et bénéfices privés. Comment produire les biens collectifs? Eh bien, la solution passe par une intervention de la collectivité, donc de l'État, qui produira ce bien collectif en le finançant par l'impôt. Ainsi, les phares vont être financés par l'impôt, car il est impossible de faire payer les utilisateurs de phares de service, donc aucune entreprise ne fournirait ce service.